retour sur ce plateau pour la deuxième partie de ce numéro de l'autre journal. Nous restons toujours au port autonome de Lomé. Nous allons parler d'une organisation, une association, UNATROT, qui se retrouve aujourd'hui dans une crise sans précédent. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Joël, c'est vous qui avez annoncé, avez parlé de cette crise-là dans votre parution, dans votre dernière parution. Il y a un monsieur qui se retrouve au cœur de cette crise. On parle de dilapidation de plusieurs milliards de francs CFA. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe au juste à une autre? De plusieurs milliards. Alors, il s'agit du président Marcelin Aklesor Ama, qui, depuis sa conversion à l'islam, a laissé le prénom Marcelin. Il s'appelle désormais El Hadj Chérif Aklesor Ama. Bon, vous savez que l'UNATROT est dominé par ceux qui sont de la religion musulmane. Alors, donc, pour avoir suffisamment l'étoffe. Et donc, Marcelin Ama a succédé à Agbéré. Agbéré qui était un peu le beau-frère de Yadema. Mais c'est que ça gazouillait, ça murmurait, que les gens ne sont pas satisfaits de sa gestion, etc. Au point que bon, ça finit par sortir où les gens sont montés au front. Marcelin est à son 5e groupe de contestation. Il a toujours réussi à gérer, à étouffer, parce que quand vous comptez, vous soulevez, c'est normal. Parce qu'il achète certains, il les coopte pour les mettre à côté de lui. Mais comment ça s'opère? Il se fait que les statuts règlements intérieurs sont des plus bananiers. Les statuts et règlements intérieurs de l'UNATROT sont des plus bananiers. Où le président, quoi que élu, il peut coopter des gens pour mettre dans le bureau. Et c'est la pratique aujourd'hui. Alors, contacter Marcelin dit non, que lui ne reconnaît pas. Mais il s'est rendu compte qu'il y a eu des gens qui sont autour de lui aujourd'hui, qui étaient ses contestataires hier. Comment ils se sont retrouvés autour de lui? Alors, ceux qui sont là aujourd'hui demandent à ce qu'ils soient associés à la gestion pour contrôler, arrêter la dilapidation des fonds qu'ils estiment à 10 milliards depuis qu'il est à la tête de l'UNATROT, il y a de cela 9 ans. Comment ils sont arrivés à ces 10 milliards? Alors, tous les camions que vous voyez, les camions transporteurs qui transportent le clinker, les engrais, etc., tu payes 5 000 francs à chaque chargement. Au port? Au port. Sur le site de l'UNATROT, même pas au port, même au grand marché. Au grand marché. Même au grand marché, même dans les magasins, tu payes 5 000 francs avant de prendre la route. Alors, à part les 5 000 francs, quand tu es étranger, tu payes au moins 50 000 francs, c'est selon. 50 000 francs quand tu es nigérien, je crois 40 000 quand tu es béninois, etc. Bon, ils ont des prix. À côté de ça, quand tu vas au port, par exemple, pour lever une marchandise, un véhicule ne peut prendre que au plus 40 tonnes. Plus 40 tonnes. Et ça te fait environ 1 million 600. C'est-à-dire au prix normal. On dit que du temps d'Agbéré, ça se respectait, mais du temps de M. Ama, d'abord sur le 1 million 600, d'abord ça ne s'attribue pas au mérite, parce qu'il y avait un tableau de passage où tout le monde à son tour, mais avec lui, on ne respecte plus le tableau, c'est du gré à gré, et donc le gré à gré, ça fait quoi? D'abord, tu payes un 100 000, donc tu ne vois aucune taxe. Il y a un 100 000 que tu payes d'abord, et maintenant, si ce fait que tu n'es pas autour, donc tu payes jusqu'à près de 350 000 francs sur le business que tu as fait. Alors, c'est de l'argent qui circule à gauche, à droite, qu'on prend, où il n'y a aucune traçabilité. Bon, on est tombé sur certaines factures, certains reçus, etc. Mais ça fait le ras-le-bol. Mais à côté de ça, qu'est-ce que l'UNATROT fait pour ses membres? Rien.
les grues pour tracter les véhicules s'ils ont des problèmes. Parce que quand tu vas sur le site de l'association, il est dit que la trotte apporte son soutien pour des transports plus sécurisés, en cas de panneau de soutien, etc. Mais il n'y a pas de grue sur la route aujourd'hui pour aider un transporteur. Tu es obligé d'aller sur louer. Maintenant, les membres, quand tu arrives au soir de ta vie, qu'est-ce que l'association fait? Dans tout cela, les membres demandent à ce qu'on rende compte. Les membres se plaignent qu'on ne leur a jamais rendu compte. Depuis 10 ans que le président est là, Ama Marcelin a mis des habitants, a mis des alibis solides sur la table. Il dit non, qu'il a rendu des comptes. Il a tenu un congrès en 2014. D'abord pour retoucher les textes, parce que les textes étaient pires que ce que lui a mis en place actuellement. En 2014, il a tenu une AG où il a réuni des gens, il a rendu compte, il a retouché les textes. En 2017, il a également tenu une AG, même en 2020, il a tenu une AG à Lomé. Bon, il est un peu réduit parce que c'est limité aux régionaux, enfin aux représentants régionaux. Ce que ces contestataires balayent du revers de la main, ils disent bon, que ces AG-là, qui étaient ces AG? Il réunit certains et puis ça veut dire c'est carrément Kafanaon, l'UNATROT aujourd'hui, qui est censé être un partenaire solide de l'État dans l'entretien même des routes, sur toute la chaîne, ça fait tout ce que ces gros véhicules-là font subir comme dommage à la route en termes d'accidents, etc. Ils sont des partenaires, l'UNATROT est un partenaire incontournable, comme les autres, dans les autres pays, au Bénin, au Burkina, etc., où quand tu vois les membres, tu sens que vraiment ils appartiennent à une organisation qui ramasse des sous et puis ils vivent vraiment de leur métier. Or, au Togo, le transport routier, les transporteurs routiers, qui sont un peu, ils disent que bon, ils sont différents de ceux qui transportent les sables, etc., mais c'est carrément c'est la précarité totale. Merci beaucoup d'avoir planté ce décor. Et Ferdinand, voilà une organisation, une association au port de Lomé qui se vautre dans ce qu'on reproche à la direction, mais on dit au port en général. Mais quand on vous dit que le Togo c'est une mafia et que les clans, il y a des clans un peu partout et chacun gère son couloir. Et chacun investit pour maintenir le pouvoir. Parce que les intérêts qui sont en jeu sont énormes. Voilà un exemple. Voilà un exemple palpable. Quand on vous dit que des individus, ils ne sont pas une régie financière. Ce n'est pas une régie financière, l'UNATROT. Qu'ils ont mobilisé 10 milliards en 10 ans, ou bien en 9 ans d'exercice. Ça veut dire que chaque année, ils arrivent à lever 1 milliard. Effectivement. Et qu'un seul individu a dilapidé ces ressources-là, vous comprenez qu'il y a de l'argent dans le pays. Joël vient de décrire ce qu'est l'UNATROT, comment il fonctionne, les camions, combien il prélève par camion, c'est beaucoup d'argent. Les milliers de camions qui viennent charger au Togo, c'est beaucoup d'argent. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on a déjà le Conseil national des chargeurs, qui est aussi une autre institution à part. Dirigé par une autre affaire, le Conseil national des chargeurs. Quelle est l'utilité de créer un syndicat qu'on appelle UNATROT pour percevoir de l'argent sur chaque camion qui part alors qu'il y a déjà le Conseil national des chargeurs? C'est qu'on a créé, c'est-à-dire que dans un réfectoire, on a mis de la table pour tout le monde, chaque clan, pour que chacun se sert au dîner ou au déjeuner. Et que tous ces clans-là essayent de travailler à maintenir le système. Vous voyez. Et donc, le personnage en question, Ama Marcelin, il est quoi? Président de ASK Kara, association des conducteurs, des chauffeurs. Donc, ils ont une équipe qui joue première division. Il est vice-président de la Fédération togolaise de football. Deuxième même. Et premier vice, je pense. Il est lui-même transporteur, il a des intérêts partout. Et vous allez voir qu'il est uni 1000%. Et que pendant les élections, c'est eux qui vont dans les villages acheter les votes, bourrer les urnes. C'est les mêmes qui ont financé les élections truquées à la Fédération togolaise de football. On prend les grands électeurs, on vient les mettre dans un hôtel, on leur donne, je ne sais pas, 2 millions, on dit il faut voter pour ce candidat. Donc voilà, décrit notre pays. Et donc, c'est vrai que quand on donne la somme, les gens disent, mais
est-ce qu'on peut voler 10 milliards? Parce que l'unité de vol au Togo, on dit qu'il a dilapidé. Ouais, il a dilapidé. Il a dilapidé. L'unité de détournement au Togo, c'est maintenant des milliards, comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne vole plus les 100 000, les 200 000. Les gars, s'ils veulent voler, ils s'asseyent, ils mettent leur système en place, ils volent bien. Et quand tu entends le chiffre même, tu dis, ah, le type là, il a bien fait son travail. Des vols corrects. Et c'est ça. Donc, les types, ils ont dilapidé 10 milliards en 9 ans. Les 10 milliards là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ça? C'est vrai que l'UNATROT n'est pas lié aux gares routières. Mais parce qu'il y a d'autres syndicats qui font aussi la mafia là-bas. Ils s'occupent de ça. Ils s'occupent de ça. Voilà. Ouais, il y a d'autres syndicats. Vous les voyez quand vous prenez la route. Un peu comme il y a l'Usicote qui aujourd'hui. C'est ça. Il y avait un syndicat aussi créé par Emmanuel Yassimbe. C'est ça. Il y avait des syndicats. Vous passez là, ils vous battent la route. Ils disent oui, ticket de syndicat. Et les gars, vous ne savez pas ce qu'ils font. Hein. Ils se lèvent le matin, ils s'asseyent sur un hangar là. Ils se tapent de la bière. Et quand ils voient une voiture passer là, ils disent hey, ils ont l'argent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays en créant autant de réseaux de rapines. Je ne sais pas si tu comprends, de raquettes des citoyens. Et les gens ramassent de l'argent tous les jours. Je le dis et je continue de le dire, que l'UNATROT n'est pas une régie financière. Si tant est que il faut créer un système pour permettre aux chauffeurs, les conducteurs, les transporteurs, d'avoir une mutuelle pour se soutenir et venir au secours les uns des autres et organiser leur corporation, il faut forcément que cette mutuelle soit sous le contrôle de l'État. Pour que la perception de l'argent soit directement faite par... Parce que la route appartient à l'État. Mais c'est ça, que la perception de l'argent, c'est-à-dire que les 5 000 qui prennent sur tous les camions, les 50 000 qui prennent sur les camions étrangers, les 100 000, les 350 000 qui perçoivent chaque jour, que cet argent soit collecté par une régie financière qui leur retrocède après. Vous ne pouvez pas créer un État dans un État où des individus se lèvent de leur propre chef. Ils collectent de l'argent sur des camions qui rentrent, qui sortent de notre pays et ils mettent directement cet argent dans la poche sans faire de compte à personne. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Un État normal ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, ce secteur appelle à une réforme sérieuse, fondamentale, pour qu'on ne laisse pas dans la main de certaines personnes cette manne-là qui peut aussi servir à entretenir les routes. Puisqu'on nous dit que l'État n'a plus tellement de moyens pour entretenir les routes, les péages ne suffisent pas, on a augmenté les péages. Pendant ce temps, on laisse une minorité d'individus ramasser des milliards, se les partager entre eux. Allègrement. Quand vous allez regarder ça, quand vous allez fouiller dans ça, chaque semaine, il y a un ministre ou des ministres qui prennent leur part. Il y a des officiers qui prennent leur part. Depuis qu'on a commencé le dossier, ben, les lignes, tu reçois des appels. Il y a des officiers qui prennent leur part. Il y a des chefs dans un endroit qui prennent leur part. C'est-à-dire qu'il y a un partage je ne sais pas si c'est la rançon ou c'est pas. Il y a un partage du fruit. Comme le gars même il s'appelle shérif. Donc il couvre une zone où il raquette les gens en bon shérif. Et puis après il fait une redistribution proportionnellement au grade des barons. Pour être dans les bonnes grâces du système. Donc, mais je t'assure, c'est-à-dire que dans ce pays, il faut dire les choses tout crues. Vous savez, on a traité un dossier ici de l'ANSAT. Je profite pour faire une brèche. On a reçu ici des gens de l'ANSAT qui travaillent à l'ANSAT, qui nous ont dit que quand ils se lèvent le matin, ils vont déposer des sacs de maïs chez les barons. Les gens qui ont déjà l'argent. Effectivement. Je ne sais pas si tu comprends. Comme on le disait tantôt avant qu'on ne coupe le courant, heureusement que ça a été remis rapidement. L'ANSAT, on a reçu des jeunes ici, on avait à l'époque même fait un article dans l'Alternative. Ils sont venus nous informer comment on les traitait là-bas et leur mission. Parce que dans l'ANSAT, il y a des gens qui avaient des missions secrètes. Qu'est-ce qu'ils font? On leur donne des fiches codées, des listes de certaines personnalités et on leur dit d'aller livrer régulièrement des céréales. On dit par exemple à Maïrité, c'est l'ex-première dame, livrer 100 sacs de maïs
Papa Etiranawe, c'était chez Nachaba, livrer tel sac de maïs. Les gens qui en ont déjà. Les gens qui en ont déjà. Et ils faisaient le tour comme ça des maisons des barons, ils déversaient des sacs de maïs et de céréales dans leur maison. Et pourtant, l'ANSAT, sa mission, c'est la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, prioritairement, c'est les pauvres, les gens qui n'en ont pas et tout. Et lorsqu'un baron a un décès dans sa famille, il appelait l'ANSAT, il dit, bon, j'ai perdu ma belle-mère, j'ai perdu mon beau-père, je dois faire des funérailles, est-ce que je peux avoir du maïs? Alors qu'il a déjà des milliards dans sa chambre. Il a déjà des centaines de millions dans sa chambre. Il peut aller acheter au marché. ANSAT lui envoie ça gratuitement, 20 sacs, 30 sacs pour préparer à blot, tout ce que vous savez. Et donc voilà comment les réseaux se partagent le pays et comment les gens se partagent les biens que nous avons tous en commun. Donc pour revenir à cette histoire de l'Inatrot, si les gens ne mangent pas dedans, l'affaire ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des réseaux qui profitent et qui ont intérêt à protéger ce monsieur-là qui nargue en fait tout le monde aujourd'hui. Donc, on ne peut pas comprendre que dans un État normal, je venais de le dire tantôt, l'État puisse déléguer à des kidams ou à des individus le pouvoir de collecter des taxes sur des voitures, de les garder et d'en jouer comme ils veulent. S'il y a une nécessité de créer à ces conducteurs, compte tenu de la précarité de leur activité, une mutuelle pour les soutenir, l'État collecte l'argent à travers les régies. Les régies financières de l'État, et l'État leur retrocède ce qui doit leur venir proportionnellement. Et eux, quitte à eux maintenant d'en faire ce que la mission de leur syndicat leur demande de faire. Vous voyez quand vous circulez de Lomé à Saint-Cassé, il n'y a pas des aires de stationnement de repos pour les camionneurs, comme on en trouve en Europe et tout ça, bien aménagé. Quand vous êtes fatigué, vous vous mettez au repos, vous avez des toilettes, vous pouvez vous coucher, le lendemain vous prenez le volant. Il n'y en a pas. Maintenant, pour revenir aux gares routières, c'est vrai que ce n'est pas du ressort de l'Inatrot, il y a d'autres syndicats qui font la loi là-bas. Vous voyez nos gares routières là? Vous voyez nos gares routières là? Vous allez partir à Balbédo, c'est des porcheries. C'est des porcheries. Ce n'est pas aménagé, il n'y a pas de pavé, il n'y a rien. Vous arrivez à la gare routière pour prendre, je ne sais pas, un véhicule. S'il pleut, vous marchez dans la boue. Et vous êtes totalement souillé. Et pendant que tu parles des parcs, oui, les gens dorment sous le titan. Oui. Les gens dorment, il n'y a même pas d'abri, ne serait-ce que pour se reposer, pour se mettre à l'abri du soleil. Voilà. Du soleil, c'est impossible. Les toilettes, ça n'existe même pas. Il n'y a pas, ne serait-ce que le dispositif, le numéro du dispositif médical où tu sais que bon. Ils n'ont pas d'ambulance par exemple. Ils n'ont pas d'ambulance. Il n'y a même pas de grue pour les traiter quand ils sont en panne. Ils sont en panne. Alors, c'est carrément Capharnaüm. Et quand nous parlions de la collecte des richesses, je disais tantôt que la route qu'ils utilisent, c'est à l'État. Ouais. On collecte de l'argent, pourquoi? Quand tu as des problèmes sur la route, et c'est l'État qui sécurise la route. Alors, on ne comprend pas que l'État choisit d'être absent carrément dans cette association et qui fait même plus des recettes. Je suis sûr que des fois, l'Inatrot fait des recettes même que le péage. Oui, puisqu'on nous dit que le patron de l'Inatrot, chaque jour, on lui ramène au moins 20-25 millions dans les sacs de jute. Effectivement. Chaque jour. Ça, c'est chaque jour. Et il ramène l'argent dans les sacs de jute. Et à son tour maintenant de donner les commissions au baron qu'il veut. Et garder le reste. C'est pour ça qu'il a le culot de faire déverser des milices en pleine réunion. Parce qu'il a l'argent pour entretenir des milices. Mais non, sur les milices, on dit que c'est pas lui, mais c'est un proche. Oui, mais en tout cas, c'est lui. Bon, c'est ce que les enquêteurs ont révélé. Bon, enfin, les milices ont agi. Les milices ont agi au profit de qui? Oui, au profit de ceux qui ne sont pas d'accord qu'on reforme les choses. Voilà. Et l'autre, donc tantôt tu parlais de la NASAT, c'est que excuse-moi, l'ANSAT. Ouais. Je confonds ça avec, il y a tellement on ne sait plus, voilà, il y a ANASAP, il y a etc. Mais ANSAT est censé sécuriser les problèmes alimentaires des pauvres. Ouais. L'ANSAT est censé sécuriser les problèmes alimentaires des pauvres. Mais voilà que l'ANSAT met ce qu'on est allé acheter à vil prix chez les pauvres, on met ça à la disposition des bourgeois. C'est-à-dire qu'on n'est plus, c'était des Robin des Bois, ils prenaient chez les riches pour donner aux pauvres. Maintenant, c'est les Robin des villas luxueux. Non, c'est les Robin des villas luxueux. Ils viennent prendre ce qui est destiné aux pauvres
pour augmenter ce qu'eux, ils ont déjà. Et ça, on parle de sécurité alimentaire. Où est la sécurité alimentaire? C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, en période de soudure, Anzat a du mal, Anzat, c'est ça? Ouais, Anzat a du mal à déverser les maïs sur... Parce que le comble, on l'avait dit sur ce plateau, pendant que Anzat a annoncé la mise à disposition de ces céréales, tu vois devant les bureaux de Anzat des 4x4 qui garaient, qui venaient encore réclamer, ça y est, se battre pour obtenir les riz de 50 kilos qui sont censés normalement se retrouver dans les maisons des chefs de canton où on vend par bol. Eux, ils venaient encore prendre, et c'est eux qui ont ça prioritairement. Finalement, où est le Mais Joël, la Bible même l'a dit, on donnera plus à celui qui en a. Oui, mais tout dépend. Si tu es machiavéliste, on lit la Bible selon. Donc, non, franchement, cette histoire de Unatrot, il faut une réflexion sérieuse et profonde. Il faut arrêter le règne de l'État mafia, l'État rapine, l'État rapace, où vous avez des clans qui se forment, des gangs, comme on voit en Haïti là, des gangs. Parce que c'est ça. En réalité, Haïti, les gangs. On est arrivé. On va arriver ici là-bas. Les gangs qui se forment chacun pour sécuriser leur territoire, c'est-à-dire là où ils mangent. Je ne sais pas si vous voyez, parce que les gens ont de l'argent et ils ne veulent pas lâcher le business, ils sont obligés de se défendre. Et se défendre, ils vont recourir à des milices, parce qu'ils ont les moyens. Vous voyez. Et donc, il faut que l'État reprenne ses prérogatives. Dans aucun pays au monde, l'État ne peut concéder à des individus de percevoir de l'argent sur chaque camion qui rentre dans un pays et de garder l'argent par devers eux. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est une menace même pour l'État. Non, c'est une menace pour l'État. C'est une menace pour l'État lui-même. Non, c'est une menace pour l'État parce que s'il y a des milices à disposition qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, mais ça veut dire que même le ministre qui veut interdire ça, on peut utiliser le ministre contre lui. Le ministre n'est pas en sécurité et le ministre représente l'État. Au-delà du ministre, on peut atteindre même l'argent là, on peut l'utiliser à plusieurs fins. Et puisque ils ont de l'argent, et puisqu'il y a des dérives, personne ne les contrôle. Là où ils vont prendre 50 000, ils prennent 100 000. Là où ils vont prendre 200 000, ils prennent 300 000. Et ils organisent, je ne sais pas, leur retard pour certains camions, pour les pénaliser, pour leur prendre de l'argent. Donc, il y a une corruption qui s'est installée dans ce domaine-là. Et l'État ne sait pas, l'État ne regarde pas ça. Donc, ce n'est pas normal. Si, véritablement, il y a une nécessité de garder ces gens de syndicats pour aider les conducteurs, il faut une réforme profonde. Il faut que l'État reprenne les choses en main. Et que l'État sache au moins combien le syndicat collecte. Voilà. Il faut que l'État reprenne ça en main et que ce soit l'État qui soit le garant de tout ça. Et que bon, l'argent qui leur revient, l'État leur retrocède ça à la fin, ou bien avec des échéanciers bien leur donner que l'État... C'est comme quand l'État collecte certains taxes qu'il reverse aux mairies aujourd'hui. Oui, on ne peut pas permettre que des individus créent leur groupe pour collecter de l'argent. Et c'est ce qui se passe par exemple au port autonome de Lomé. Nous y revenons, puisque chargeur là c'est toujours au port, une attente c'est toujours au port. Au port, on vous dit en taser. Vous payez. C'est ça? Vous payez, non? On vous dit guichet unique, vous payez. On vous dit Interpol, vous payez. On vous dit ceci, vous payez. Qui collecte tout ça? Qui collecte tout ça? S'il y a une société qu'on appelle par exemple Antaser, qui, je ne sais même pas ce qu'ils font eux, mais ils collectent de l'argent. Non, on sait qui collecte, mais qui contrôle? Qui contrôle? L'argent va où? Qui collecte, mais qui contrôle? L'argent va où? Quel usage est fait de cet argent-là? Donc, on ne peut pas avoir un État gang, c'est-à-dire un État composé de plusieurs gangs. Et l'État même couvre les gangsters. C'est-à-dire, parce qu'il y a des individus dans l'appareil étatique qui prennent leur part, donc tout le monde se tait. C'est la mafia. C'est la mafia, ça. C'est ça. Donc vous avez quoi les différentes sortes de mafia qu'on connaît, qui règnent là. Chaque clan essaie de contrôler son territoire ou parfois d'empiéter sur le territoire de l'autre. Ça n'a pas... On ne peut pas avoir un pays comme ça et avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, dans la première partie, que le ministre de l'économie maritime a beau être quelqu'un de compétent, vient d'une boîte internationalement connue. C'est comme le syndrome Humbo. Dans ce système-là, il peut faire quoi? Et il est confronté à des obstacles, il ne fait aucune réforme. Il a mis plus de 3 mois pour chasser un simple directeur. Il va faire quoi face aux mastodontes qui sont au port?
et qui vont bloquer constamment toutes les réformes qu'il va vouloir faire. Et les gens vont faire des rétentions de dossiers, il ne peut rien faire. Les gens vont bloquer certains trucs, il ne va pouvoir rien faire. À la fin, il est trop petit dans ça. Il est trop jeune. À la fin, bien qu'il soit quelqu'un de compétent, on dira que bon, il n'a pas fait grand-chose, qu'il est incompétent. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et donc, je pense que l'affaire Unatrot, il y a d'autres aspects qui vont certainement rebondir. Mais de ma part, pour clore ce chapitre, il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait la transparence dans la gestion de ce secteur-là. Et pour ça, il faut que l'État reprenne ce truc en main. Quitte à ce que l'État soit le patron et que les responsables des syndicats accompagnent l'État et qu'à la fin, au vu aussi de tout le monde, ce qui revient au syndicat, l'État leur verse. Et que l'État, parce que les conflits comme ça vont naître si l'État ne reprend pas le contrôle sur ce secteur-là. Puisque les gens qui vont réussir à démettre celui qui est contesté aujourd'hui, on ne sait pas quelle gestion eux ils en feront. D'autres personnes peuvent se lever encore demain pour dire bon, eux aussi ils ont bouffé 10 milliards, et bon, ils n'ont pas fait de compte, bon, eux aussi n'ont qu'à partir. L'État ne peut pas continuer à entretenir la chienlit dans le pays. La réalité même, c'est que l'État a déjà du mal à s'imposer à eux parce que le président, on l'a appelé, on l'a invité à la conciliation. Le ministre de la Sécurité s'est impliqué. Le ministre du Transport s'est impliqué. Il dit, ben, discute avec les autres, ouvre, associe-les à la gestion pour qu'on arrête d'écouter des bruits, etc., des récriminations. Le monsieur dit oui, il va le faire. Mais depuis, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, sinon 4 mois. C'est depuis avril que ça a commencé. Mais il ne le fait pas. Il est puissant. Justement, c'est parce qu'il est puissant. Il est puissant. Il ne le fait pas pour rien. Il sait qu'il a déjà des gens. C'est un shérif, il contrôle. Des gens qui sont prêts à défier l'État, défier même l'autorité, comme je le dis. Et donc, il ne s'exécute pas. Bon, jusqu'où ça passe. On ne parle pas de millions, on parle de milliards. Ça veut dire que les nerfs sont déjà à fleur de peau. Les nerfs sont déjà à fleur de peau et les gens, ils ne peuvent pas. Parce que le système est que quand tu ne payes pas, par exemple, c'est 5 000 de chargement, ça dit autant de fois que tu es chargé dans la journée. Quand tu ne payes pas ces 5 000, mais tu ne circules pas. Enfin, pas seulement les 5 000, quand tu ne payes pas toutes ces taxes-là, tu ne passes pas. On te bloque sur la voie. Alors les gens savent que bon, ils donnent l'argent à quelqu'un qui ne rend pas compte, qu'on ne peut pas contraindre, l'État aussi se tait. Ils vont accepter de se faire saigner jusqu'à quand? C'est ça le problème. Ils vont accepter de se faire saigner jusqu'à quand? Il ne faut pas qu'on assiste à ce qu'on bloque les voies, etc. Parce que leur conflit ne va pas venir empiéter sur l'attitude, enfin, l'attitude des usagers de la route à vaquer à leurs occupations. Déjà que les raquettes qu'ils font, les dérives qu'on constate dans le fonctionnement de leurs syndicats font que certains camionneurs qui sont étrangers seront exaspérés par ce qui se passe au Togo. Effectivement. Et les gens peuvent aller ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle l'État doit regarder de près ce qui se passe. Donc c'est pas un secteur qu'il faut minimiser et dire bon ben ils peuvent collecter. Non, c'est-à-dire que moi c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas possible. C'est-à-dire que l'État ne peut pas permettre à des individus de collecter des taxes et de les garder pour eux. Quelle que soit la raison pour laquelle on a créé un syndicat de ce genre. C'est l'État qui collecte et qui leur donne leur part. C'est comme ça qu'on gouverne un pays responsable. Ils peuvent être associés à la collecte. C'est tout. C'est tout. Ils peuvent être associés à la collecte. Mais ça va directement au trésor. Effectivement. Ça va au trésor. Et le trésor leur retrocède leur part. Mais les gens dans l'appareil de l'État... Ferdinand, nous sommes en train de faire... C'est là qu'on est en pleine consultation gratuite. C'est de l'argent. C'est des pistes d'argent. C'est des pistes de... Oui. C'est des idées... Non, parfois... bien présenté qu'on doit l'État. Parfois, vous êtes choqués, tellement choqués par ce qui se passe au Togo, que vous vous posez la question de savoir, est-ce que les gouvernants, est-ce que ça échappe aux gouvernants ou bien on le fait sciemment? Non, ça n'échappe pas. Ça ne l'échappe pas. C'est parce que les gens ont intérêt à ce que le système fonctionne comme ça pour bénéficier de leur prébande. C'est un système de prébandier, en fait. C'est un système de prébandier. Donc, si ça rentre dans les caisses de l'État, les prébendes ne seront pas suffisants pour tout le monde. Donc, on a intérêt à ce que ce soit eux qui collectent. Pour que nous, chaque semaine, quand lui prend les 25 millions, bon, 2 millions ici, 3 millions ici, 4 millions ici, 5 millions ici, et chacun a ses frais de week-end. Et la semaine prochaine, on attend encore sa part. Donc, c'est un système de prébandier. Et un système de prébandier ne développe pas un pays. Parce que les individus... On a le cas de la Guinée-Bissau. Oui, c'est ça. On a le cas de la Guinée-Bissau où l'État carrément à 100. On a le cas de la Somalie. Somalie. Où on a saucissonné la Somalie
selon le chef de guerre, selon le chef de clan, selon l'imam, etc., qui domine la région. On a le cas de la Libye. Ouais. On a un cas sous les yeux. Donc il faut que soit on a un État ou on n'en a pas. Un peu comme nous l'avons dit, la question de l'élimination des mandats. Si on a vraiment un État, on a le sens de la République. La question ne doit pas se poser. Ouais. La question ne doit pas se poser si je dois partir ou pas. En France, est-ce que tu peux te permettre de dire non? De faire une déclaration comme ça. Oui, je vais respecter. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des institutions fortes. Ce qu'on a dit à Compaoré, il n'a pas voulu. Il a voulu faire le zozo. Bon, on lui a renvoyé le revêt. Enfin, on lui a envoyé la réponse du berger à la bergère. On n'a pas d'État. Et l'État togolais. L'État se résume à la sécurisation d'un fauteuil. Tout le reste, justement. Ça n'a pas de sécurisation sens. d'un fauteuil. Et le fauteuil est devenu un berceau. Ouais. Le fauteuil est devenu un berceau pour le patron. Ouais. Et Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et quand ça se présente comme ça, je dis, on n'est pas loin du cas du gars. Merci, Bonsoir, monsieur. 19. Nous allons observer une